Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Municipal, socialiste et macroniste, défait. Et France Télévisions et Patrick Sébastien, le mépris de classe, avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Stini Carls, Francis et Véronique Gaillard, Philippe Bohen, Michel C, Alcaline, Edwige Duff et Bouchard Thomas. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour sur la tête de l'art, Estrosi. Eh oui, la presse accuse Estrosi d'avoir monté une barbouzerie avec tête de cochon pour avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux et mettre son rival Éric Ciotti en difficulté. Alors, pari réussi, Éric Ciotti est au-dessus de 43% et Estrosi 30%. Il y a de quoi vraiment vous dégoûter d'être un pourri. Mais rassurez-vous, celui qui s'était présenté autrefois comme le représentant de la droite dure drague aujourd'hui la France insoumise. En difficulté dans les sondages et maintenant dans les résultats, Christian Estrosi se rapproche de la gauche en leur proposant des postes clés au futur conseil municipal. Et vous ne savez pas la dernière, Estrosi célèbre désormais la diversité. Mais à ce rythme, il va nous montrer son derrière, vous savez, comme dans la parodie des inconnus sur les hommes politiques. Et ce qui est fascinant, c'est qu'Estrosi a reçu le soutien de toute la gauche bien pensante. Oui, il fallait absolument sauver le soldat Estrosi. On a même assisté à une scène fascinante. Écoutez. Et tout l'enjeu de ces discussions d'entre-deux tours qui ont commencé dès ce soir. Merci beaucoup, Alexandre Perroux. Je vous interromps. On va écouter en direct Éric Ciotti en tête à Nice. Alias Benito. Ciotti Benito. Nous présentons nos excuses à Éric Ciotti pour un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste, Nathalie Saint-Cric, de la rédaction de France Télévisions. Éric Ciotti traitait de alias Benito à l'antenne, la neutralité du service public payé par tous les Français de gauche et de droite. Neutralité d'ailleurs légendaire, comme vous le savez. Donc Nathalie Saint-Cric a présenté ses excuses après son dérapage à l'égard d'Éric Ciotti. Non, 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 ne parlons pas de propos inappropriés et ne croyons pas ces fausses excuses. Ils sont tout à fait conformes à la ligne du sévice public qui assimile la droite nationale au fascisme. Par ailleurs, ils ne sont pas inappropriés, ils sont odieux, faux et minables. Et cela dénote surtout la rage de tous ces journalistes du sévice public. Les résultats sont mauvais, voire très mauvais pour leur camp. Quoi? Hier, ils ont crié victoire? Bon, c'est la mode en ce moment de crier victoire lorsqu'on se prend une branlée. Et puis, voyez qui était sur les plateaux de télévision. C'était cadenassé. Le fils Benjamin Duhamel sur France 2, le père Patrice Duhamel sur LCI, la mère Nathalie Saint-Cric sur France Info, l'oncle Alain Duhamel sur BFM TV. À ce niveau-là de propagande, on peut fermer la boutique, ils sont injouables. Bien vu, mais pour bien comprendre pourquoi ces journalistes sont inquiets, pourquoi Nathalie Saint-Cric a perdu son sang-froid, il faut décortiquer les résultats. D'abord, revenons sur le bilan de la gestion socialiste escrologiste macroniste. C'est une catastrophe. Ce dimanche, pour des villes solidaires, humanistes et écologiques, votez partout pour les candidates et les candidats de la gauche démocratique et républicaine. Ces élections sont cruciales pour votre ville et pour la France. Coco, toutes les villes gérées par ces gens sont devenues sales, chères, moches, endettées, peu sûres, avec des cinglés à vélo qui hurlent sur tout le monde et des commerces qui ont mis la clé sous la porte. Seuls les rentiers socialistes oisifs y trouvent leur compte. Ça se constate partout. Vous avez compris quel était le narratif de cette gauche. Pour masquer leur odieuse gestion, ils ont répété en boucle
Non au Rassemblement national, barrage aux fascistes. Oui, c'est leur seule bouée. Rien d'autre. À la télévision, d'ailleurs, ce fut une avalanche de reportages contre les gueux, le populisme, le fascisme, et avec comme point d'orgue la Castormania. Et Gisèle Pellico, est venue nourrir le narratif. Gisèle Pellico, décorée en Espagne de la croix du commandeur de l'ordre du mérite civil par Pedro Sanchez. En quel honneur? Pour quel fait exceptionnel? Comme je vous l'ai démontré dans 2 entretiens, la médiatisation de Gisèle Pellico est venue nourrir le narratif contre les classes populaires. Mais cette ignoble manipulation d'une victime a toutefois ses limites. Il a fallu passer à autre chose. Eh bien, ils ont trouvé Patrick Sébastien sur France TV le jeudi, juste avant les municipales. Conducteur, avant de parler de ça, je voulais te féliciter pour ce portrait sur commande de Madame Erland, Alors, il n'y ta a patronne. pas de commande, à complément d'enquête, on est libre. Enfin, les gens qui sont devant la télé, ils vont comprendre. Et je voudrais quand même... Malgré un scandale planétaire depuis plus de 7 ans, malgré les preuves de criminalité, complément d'enquête continue de refuser d'enquêter sur l'affaire Epstein et d'évoquer son volet français. Un geste obscène en public de Patrick Sébastien lui paraît plus important. Ah, ces journalistes du service public, complément d'enquête, ils sont exceptionnels. Ils nous resservent comme un scoop une affaire qui date de combien de semaines? 8, 10, 12? Mais je vous l'ai dit, ils font une pierre deux coups. Ils vengent dans un premier temps Delphine Ernotte et dans un deuxième temps, ils intimident Patrick Sébastien, car il avait promis des révélations sur France Télévisions et sur son éviction qui avait été commandée par Delphine Ernotte. On attend toujours, c'est ce que je reproche d'ailleurs le plus à Patrick Sébastien. Il promet mais ne tient jamais ses promesses. Et puis dans un deuxième temps, il faut nourrir le narratif antigueux. Gisèle Pellico, Patrick Sébastien, même combat. Sur le service public, donc, complément d'enquête consacre un numéro sur la turlute faite à Patrick Sébastien. Matin, midi et soir, ils nous font manger du Pellico et maintenant du Patrick Sébastien. Mais les liens entre Epstein, les puissants ou Macron, silence radio. Et à Paris, il n'y avait pas une information plus urgente que la turlute de Patrick Sébastien. Oui, sur vos réseaux de gauche, messieurs les journalistes du service public, agression sexuelle dans le périscolaire parisien. Il y a un phénomène de pas de vague à la mairie. Maître Louis Caillé, on se dirige possiblement vers un système de réseau organisé, tiens, un de plus, d'animateurs qui se cooptent. Et oui, c'est bien ce que l'on pensait, la mairie de Paris gère un réseau d'agresseurs. Il faut arrêter de parler de laxisme. Des fois, on a vraiment l'impression de rêver. Epstein, un réseau criminel de dirigeants mondiaux, dont de nombreux Français, un réseau de criminels dans le périscolaire parisien, et la presse? Oh, regardez à gauche, Pellico. Mais enfin, Epstein, le périscolaire. Oh, regardez à droite, Patrick Sébastien. Une belle illustration comment ces journalistes hiérarchisent l'info. Des vrais larbins du pouvoir. Transition toute faite pour les résultats des municipales. Tarn-et-Garonne, l'ex-ministre Jean-Michel Baillet, très proche d'Emmanuel Macron, accusé de violences sexuelles, réélu à Valence d'Agen avec plus de 61% des voix. En même temps, je ne suis pas du tout surpris. Comme tout bon parrain, il tient sa ville. Vous voyez ce que je veux dire. Autre enjeu de ces élections municipales, Édouard Philippe au Havre. S'il perdait la mairie, c'était la fin de sa carrière. Édouard Philippe était donné grandement perdant par les sondages. Au premier et second tour des municipales au Havre, il arrive finalement largement en tête avec 43,78% des résultats. A noter, Le Havre est l'une des rares communes en France à utiliser des machines à voter électroniques. N'y voyez surtout pas de tricherie, vous seriez taxé de complotisme. Autre résultat très attendu, la ville de Paris. Grégoire, socialiste escrologiste, 37%, Dati, 25% et Chirikou, 13%. Quant à Sarah Knafo, elle ferait à peu près 11%. Sur le service public, sur les chaînes d'information en continu, on a vanté Emmanuel Grégoire. Oui, on a célébré sa victoire. Attention, il n'y a pas de quoi être très fier.
L'adversaire en face d'Emmanuel Grégoire était Rachida Dati, une vraie quincaillerie avec toutes ses casseroles. Et méfiez-vous du second tour. Et enfin, pour une équipe sortante, ne pas dépasser les 40%. Il n'y a vraiment pas de quoi fanfaronner. Et en plus, toutes les autres équipes socialistes vertes sont dans une situation assez difficile. Oui, des ballottages difficiles. Lyon-Bordeaux, ballottage difficile pour les maires écolos, dingos, socialos. Quand une équipe municipale a fait du bon boulot, elle gagne dès le premier tour ou dépasse les 40%. Malgré la propagande, les subventions déversées aux associations gauchistes, les escrolos sont à la peine. En effet, le maire escrologiste de Lyon, Doucet, est au coude à coude avec Aulas, 37 contre 36%. À Bordeaux, le maire escrologiste est en difficulté. Ballottage très difficile face à Thomas Cazenave. Quant à Marseille, eh bien, c'est le choc. 38% pour Payan et 33% pour Franck Alizio. Quoi ? Ce ne sont pas les résultats ? Alors là, je suis très étonné, je les ai pris sur les chaînes d'information en continu. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils publient les premières estimations, eh bien, elles sont toujours très flatteuses pour les socialistes escrologistes. Tous leurs candidats avaient 3 ou 4 points de plus que leurs adversaires, à Lyon, à Marseille, etc. Et dans la nuit, il y a quelques corrections. Et vous connaissez l'astuce, c'est pour permettre aux socialistes de crier « victoire » sur les chaînes d'information lorsqu'il y a le plus d'audience. Oui, c'est sale, mais ils nous font le coup à chaque fois. Allez, les chiffres corrigés. Les prévisions donnaient des scores très flatteurs à la gauche PS escrologiste. Aulas battu, Alizio loin derrière Marseille, et puis les scores définitifs. Aulas Doucet à égalité, 36-37%, et Alizio Payan, idem, 35-36%. Pour finir ce Tour de France des mairies escrologistes, Johanna Roland, Union de la gauche, est en ballottage difficile face à Foulque Chombard de l'Auve à Nantes. Quels enseignements tirer de ces municipales ? Eh bien, que c'est pas très folichon pour cette gauche verte. Oui, la gauche verte ne se maintient que dans les grandes villes, mais elle se trouve en difficulté en ballottage. Il y a comme un rejet massif de leur politique. Quant au Parti socialiste, s'il veut se maintenir souvent dans ces grandes villes, il aura besoin de faire une alliance avec la France insoumise. Ça va être très intéressant. La France insoumise a fait d'ailleurs une percée dans Sébastien. Et le Rassemblement national, eh bien, plutôt satisfaisant pour le Rassemblement national. Premier tour Perpignan, Louis Alliot élu. Il faut savoir que de nombreux maires Rassemblement national ont été réélus dès le premier tour. Beaucaire, Hénin, Beaumont et les autres. Laure Lavalette pourrait l'emporter à Toulon. Autre bonne nouvelle, un maire patriote. Félicitations. Après 60 ans de communisme municipal, Tony Leprêtre, que nous connaissons bien dans ses entretiens, notre référent départemental du 76, vient de gagner avec sa liste la mairie de Harfleur. 8300 habitants, en banlieue du Havre, ce soir. Premier maire patriote dans une commune moyenne. Je félicite chaleureusement Tony et toute la liste et ses militants. Ils ont fait une campagne magnifique et ont su convaincre les habitants par leur dynamisme et leur projet municipal. Et on terminera ce tour des mairies avec Nicolas Dupont-Aignan, réélu avec près de 80% des voix au premier tour. David Lisnard l'a battu puisqu'il a été, lui, élu au premier tour avec 81% des voix à Cannes. Autre grand gagnant de cette élection, l'abstention. Environ 57% de participation au niveau national. Désamour et désintéressement des Français envers la classe politique qui ne sert globalement à rien, sauf à leur pourrir un peu plus la vie. Beaucoup de communes avec une seule liste. Illustration une fois de plus d'un fossé métropole, commune rurale. Merci les dernières lois qui défavorisent ces petites communes. On espère néanmoins un réveil pour ce second tour. Oui, pour chasser toute cette lie escrologiste. La victoire est possible. Et pour ceux qui manqueraient d'arguments, regardez ce documentaire. Il est dans ma description. Il fallait des escrolos européens pour oser
industrialiser la mer, bétonner les fonds pour 1000 ans. À quel moment l'écologie politique est-elle devenue l'ennemi acharné de la nature ? Et on pourrait ajouter, depuis quand ces socialistes et ces gens de gauche sont-ils devenus l'ennemi du peuple français ? International, méfions-nous de la propagande avec Patricia Marin. Dans toute guerre, la principale source de désinformation provient des canaux officiels des deux camps. En général, j'ignore les chiffres officiels, sauf pour souligner qu'ils sont exagérés ou qu'ils nient les faits. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir son petit manuel de propagande de guerre. Chaque camp se présente comme pacifique, contraint et forcé de faire la guerre. Nous avons tout fait pour l'éviter. L'autre camp a attaqué, provoqué l'agresseur exclusif. Dans le cas précis, c'est les États-Unis et Israël qui ont attaqué l'Iran. La diabolisation. Le chef de l'autre camp est présenté comme un monstre, un fou, etc. Un tyran sanguinaire. La guerre est toujours pour la démocratie, les droits humains, la civilisation, la liberté. Jamais pour le pétrole, les ressources, l'influence géopolitique ou les marchés financiers. Les crimes de l'adversaire sont systématiques et sadiques. Les nôtres sont des erreurs regrettables ou des fake news ennemis. Pensez par exemple à l'école en Iran. L'ennemi utilise des armes interdites, des bombes sales, des armes chimiques, drones kamikazes, etc., des armes barbares. Quant à nous, nos bombes sont chirurgicales et si on utilise du phosphore blanc, interdit par la Convention de Genève, eh bien notre phosphore est moins dangereux que le phosphore de l'ennemi. Il faut toujours minimiser ses propres pertes et exagérer celles de l'adversaire pour maintenir le moral. On mobilise également la conscience morale de la nation via des célébrités, des mannequins, des écrivains, des universitaires. Et puis, notre cause est sacrée, appel aux valeurs suprêmes, la patrie, la religion, l'humanité, la civilisation menacée. Et ceux qui démontent cette propagande, ces pacifistes, ces sceptiques, ces catholiques, eh bien, sont des agents de l'ennemi, des défaitistes, des traîtres, la fameuse 5e colonne. Vous constatez que depuis le début du conflit, Trump use et abuse de cette propagande de guerre. Ah, j'entends des voix qui me disent « mais l'Iran aussi !» Vous avez raison, mais on attend peut-être autre chose d'une nation dite démocratique. Cette menace, par exemple, c'est du Trump, mais on ne pensait pas qu'il pourrait même un jour énoncer une idée pareille. Parler de sanctions ou censure contre les médias aux États-Unis est un signal très inquiétant. De même, on attend autre chose que des déclarations complètement débiles. Pas de panique, le seul risque en traversant le détroit d'Ormuz, c'est que l'Iran tire un missile sur votre navire, sinon le passage est libre. Une citation qui va devenir culte du secrétaire à la guerre, etc. Et c'est comme ça tous les jours. Trump annonce que les États-Unis ont détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, mais précise que ce pays possède toujours des missiles, des mines et des moyens navals qui ont effectivement fermé le détroit d'Ormuz. Un autre jour, Trump annonce que les Kurdes vont envahir l'Iran. 3 jours plus tard, on apprend que ce sont les marines qui pourraient débarquer pour sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est vraiment la foire aux idées débiles. Et pendant ce temps-là, la réalité de cette guerre. Les Houthis sont une branche du chiisme. Ils sont proches des Iraniens. Ils vivent au Yémen et ils menacent de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden. Ce serait une nouvelle catastrophe économique. Résumons. Le Liban sous les bombes, avec une catastrophe humanitaire, des populations déplacées. Irak, on parle de guerre civile désormais. Quant au Moyen-Orient, il est en feu. Arabie Saoudite, Qatar, Dubaï, etc. Iran, Israël, USA, vous le savez, sont en guerre. Vous avez un baril qui est proche de 105 $ ce matin, des milliers de morts, des milliards de dollars partis en fumée, un risque de krach boursier, une inflation déjà annoncée à 5%, une augmentation donc des prix des denrées alimentaires, des milliers de morts, et oui, des morts, des blessés, des innocents. Et on continue. Mais qui sont ces maboules qui ont déclenché cette guerre ? Et ce que je vous avais annoncé est arrivé, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Autrement dit, nous empruntons toujours plus haut, guerre en Iran, les taux d'intérêt de la France au plus haut depuis 2011.
C'est pas demain la veille que les taxes sur l'essence vont baisser. Depuis le début de ce conflit, je dénonce la com ridicule d'Emmanuel Macron, ce concept complètement foireux, un en même temps, de guerre défensive. Le résultat, hommage pour l'adjudant-chef Arnaud Frion, du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, mort dans une frappe en Irak. Un soldat d'élite. L'unité de l'adjudant Arnaud Frion a été attaquée par une milice chiite irakienne. Et oui, il ne faut pas oublier que l'Irak est composé majoritairement de chiites très proches du pouvoir iranien. Et une conséquence, les Américains sont harcelés en Irak. Quelle va donc être la réponse d'Emmanuel Macron ? Donald Trump qui reprend l'idée de coalition qui avait été lancée par Emmanuel Macron. Donald Trump lance un appel à d'autres pays, dont la France, pour venir l'aider dans le détroit d'Ormuz. C'est curieux comme appel pour quelqu'un qui a gagné la guerre. Trump est prêt à risquer la mondialisation de la guerre. Il veut entraîner les Européens dans le conflit pour mutualiser l'échec et atténuer l'humiliation politique aux États-Unis. Il se trouve que personne ne veut répondre à cet appel. Trump met en garde contre un avenir très mauvais si les alliés de l'OTAN refusent d'aider à réouvrir le détroit d'Ormuz. Voie de passage stratégique. Pourquoi ce coup de colère de Donald Trump ? Parce que les Anglais refusent, comme les Australiens, les Japonais, les Italiens, comme tout le monde en somme. Et la France ? Eh bien, l'Italie et la France ont entamé des négociations avec l'Iran pour garantir le passage sûr de leurs pétroliers par le détroit d'Ormuz. Autrement dit, tous se désolidarisent de Donald Trump. Pour bien comprendre le refus des Occidentaux à la demande de Trump, il faut savoir que la presse anglo-saxonne évoque un Trump battu, fini. Il faut dire que les nouvelles ne sont pas très bonnes. Israël a informé les États-Unis cette semaine qu'il est en train de manquer de manière critique d'intercepteurs pour contrer les missiles balistiques de Téhéran, alors que la guerre contre l'Iran s'intensifie. Quant aux alliés traditionnels des Américains, les Moyen-Orientaux, ils sont très mécontents. Parle-t-il également pour d'autres dans le royaume ? En tout cas, le prince, une des voix les plus respectées en Arabie, est autorisé à parler. Mais que dit-il ? Le véritable danger aujourd'hui, c'est assurément Israël, qui a acquis une puissance excessive et qui menace désormais toute la région. C'est Israël qui sème le trouble et il faut le contenir. Le prince Turki Al-Faisal répondant à une question sur la question de savoir si la principale menace pour la région vient de l'Iran ou d'Israël. Cela se dessine clairement. Donald Trump s'est isolé sur la scène internationale. Et certains ramassent la mise. Déclaration de l'Iran. Seul le pétrole monétisé en yuan, monnaie chinoise, est autorisé à traverser le détroit. La boîte de Pandore ouverte par cette troisième guerre du Golfe n'en finit pas pour les Américains. Face à ce bourbier américain, les économistes se posent la question suivante. Va-t-on vers une nouvelle envolée du prix du baril de pétrole de Brent ? À l'ouverture des places asiatiques, c'était plutôt l'attentisme. Le Brent n'a pris que 3%. Il cote aux environs de 105 $ le baril. Mais c'est l'ouverture de la bourse de Londres qui donnera le ton. À suivre, la rencontre qui a fait scandale. Cette rencontre confirme à quel point il ne faut pas soutenir Zelensky. BHL, l'homme de la guerre en Libye, l'homme de toutes les guerres néoconservatrices, l'homme du chaos. C'est là où l'on se pince. Zelensky a été reçu par Emmanuel Macron, comme toujours, à grands coups de papouille, BHL et les autres sbires. C'est ce même Zelensky qui refuse de réouvrir le pipeline de Druzhba alors que l'Union européenne lui a formellement demandé et qui menace un président européen, Orban. Zelensky, il n'aurait pas les dossiers Epstein sur Emmanuel Macron ? Alexandre Jardin. À quel moment avons-nous commencé à trouver normal et légitime de ne plus être consultés, comme dans une démocratie normale, puisque nous payons ? Deux questions qui n'ont rien à voir. La légitimité et l'opportunité de cette décision financière et comment cette décision est prise par qui ?
Le peuple ou la technocratie? Un président sans majorité, ayant perdu 2 élections, et proche de prendre une claque dimanche, à quelle légitimité? Donc un président sans peuple. Défendre la démocratie suppose, à minima, de le faire de manière démocratique, sans devenir un régime libéral où le citoyen obéit. Épais. Chacun sait bien la nécessaire révolution démocratique qui doit avoir lieu, par référendum, pour reconnecter notre système désormais illibéral. Accepter le coup d'État permanent administratif n'est plus tolérable. Pourquoi un tel texte? Eh bien, Emmanuel Macron veut absolument mettre en œuvre sans délai les 90 milliards d'euros de prêts à Kiev. C'est au-delà de la bêtise d'ailleurs l'attitude d'Emmanuel Macron en recevant Zelensky. C'est un peu la même posture pour le nucléaire, l'escrologie ou la politique anti-voiture. De la bêtise crasse motivée par l'orgueil de celui qui ne veut pas accepter d'avoir tort. Remarquez qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a également les Allemands. Les alliés européens irrités par l'assouplissement des sanctions américaines sur le pétrole russe. L'Allemagne et d'autres alliés européens critiquent la décision des États-Unis. Merz, je voudrais donc savoir quels autres motifs ont conduit le gouvernement américain à prendre cette décision. C'est pourtant simple, ils n'ont pas eu le choix. En Belgique, on réfléchit. Comme on n'est pas capable de menacer Poutine, il ne reste qu'une méthode. Le Premier ministre belge évoque la nécessité d'un deal avec la Russie sur l'Ukraine. Du pragmatisme, du bon sens. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec les fameuses machines à voter de cette bonne ville du Havre. Édouard Philippe, les autres nuls, Édouard Philippe, le vote blanc. Au départ, plaisante Philippe Béchade, la machine avait produit 74%. Mais ils se sont dit non, ça risque de trop se voir. En effet, il était à moins de 35% dans les sondages. Allez, du balai. Louis Sarkozy, 3e à Menton, avec 18,58% des voix. C'est la candidate Rassemblement National UDR, Alexandra Masson, qui arrive en tête avec 33% des voix. Il pourra toujours aller manger des mangues en Bolivie. Marseille, pour lutter contre l'abstention, chaque bureau de vote accueillera un point de deal. Pas mal. Vous avez bu Didier? Le fils de Donald Trump et d'Eddie Mitchell en tête à Strasbourg. Oui, c'est Catherine Trottmann. Dans la série Les idiots qui nous dirigent, Benjamin Haddad ne sait pas placer l'Iran sur une carte de géographie. Ces gens ont le pouvoir d'envoyer nos militaires se faire tuer dans des pays qui ne savent pas situer sur une carte. Est-ce que vous avez conscience de ça ? En France, lorsqu'on veut détourner l'attention, eh bien, on a Patrick Sébastien et Saturlutte ou Gisèle Pellicot. Aux USA, attention, c'est le show, c'est hollywoodien. Ça continue, ils sont vraiment désespérés. Ils veulent déclasser les dossiers sur les Martiens. Sur les réseaux sociaux, c'est le Truman Show Netanyahou. Oui, depuis mercredi, le Premier ministre israélien, Bibi, a disparu. Il faut dire que le quartier où il habite aurait été touché par des bombardements iraniens. L'Iran et la Corée du Nord ont annoncé sa mort. Vous allez me dire, c'est de bonne guerre, de propagande. Peut-être. Sauf que la dernière allocution TV de Bibi était un peu curieuse. On a vu qu'il avait 6 doigts. Certains en ont conclu, ils ont mauvais esprit, à l'intelligence artificielle. Pour couper à toutes ces rumeurs, Bibi a été aperçu dans une vidéo en train de boire un café. Ils sont trop forts, ils créent un deepfake pour démentir un autre deepfake. Après que Bibi a publié une vidéo montrant qu'il n'est pas encore mort, les gens spéculent maintenant sur les raisons pour lesquelles sa tasse de café qui était remplie à bord ne s'est pas répandue lorsqu'il l'a soulevée. C'est ce qu'on appelle maintenant le Coffeegate. Je ne sais pas quel est le communicant qui a eu cette idée assez loufoque de présenter un Premier ministre en guerre en train de traînasser dans un café. Cela fait pas très sérieux et cela alimente, bien évidemment, la machine à rumeurs. Et de toute façon, pour faire taire ces rumeurs, c'est assez simple. Il suffit que Bibi se présente à la Knesset ou préside un conseil de défense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.
François.